à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcé Dourmand. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Hunt & Fish by Alcé Dourmand. On se retrouve avec Jérôme. Bonjour. Et aujourd'hui un invité particulier, Julien. Donc si je ne me trompe pas, sponsor chez Marriott Smith. C'est ça. Voilà. Donc on va faire une petite émission. Franck nous rejoindra un peu plus tard dans la vidéo, pardon. On va faire une émission, on va parler de pêche et de chasse, d'où le nom de l'émission. Donc je laisserai Jérôme et Julien sur la partie pêche. Et en fin de vidéo, on fera un petit débriefing sur la vidéo dernière qu'on avait fait, où on avait parlé de chasse à la Bretagne. Et je ferai un petit shake-up sur les entretiens des armes. Donc voilà, on va commencer par le côté pêche avec Jérôme et Julien. Donc la particularité ce mois-ci, c'est que on a, nous, en Lozère, l'ouverture anticipée des lacs. Donc à savoir nos sacs et le lac de Villefort. Donc on voulait faire un petit point sur la pêche de la truite en lac, parce que c'est ça qui va s'agir. Donc on a la chance de pouvoir attaquer un petit peu avant l'ouverture générale début mars. Donc une pêche qui est un peu particulière, donc on pratique depuis, ça fait presque depuis le début qu'on s'est connus. Je crois qu'on s'est connus à Villefort. Ouais. La première session de pêche était à Villefort. C'est ça. Pas à l'ouverture, mais en été, puis on avait pris goût et on est revenu pêcher assez souvent. C'est un lac qu'on pêche assez souvent en début de saison. Ouais. Ça doit faire 12 ans. 12 ans, ouais. Et du coup, c'est voilà, une pêche un peu particulière parce qu'on le pêche souvent du bord, de temps en temps d'embarcation, mais deux lacs qui sont particuliers dans le sens où ils sont très grands. Donc un qui est un peu moins profond qu'un autre, mais par exemple le lac de Villefort où on a de suite de la pente et de suite vraiment beaucoup de fond. Donc il faut s'adapter un petit peu différemment pour trouver les tenues de poisson et voilà. Donc on va vous présenter un petit peu. Et donc tous ces lacs ouvrent un peu plus tôt que l'ouverture générale de la truite. Voilà. C'est ça. Donc là, ça risque d'être un mois avant, ouais, quasiment un mois avant. Nos sacs vers le... Nos sacs, c'est le 11 et ouais. Villefort, c'est le week-end d'après. Voilà. D'accord. Peut-être Julien, présente-toi pour nos internautes. Donc moi, c'est Julien. Donc je vis en Lozère depuis 2009. Je pêche la truite exclusivement au leurre. Je me suis un peu mis au toc à la nymphe là, ces dernières années, mais ma pêche favorite, c'est la pêche de la truite au leurre. Et donc du coup, en attaquant dès le mois de février en lac, et puis après, dès que la rivière ouvre, par contre, je pêche quasiment exclusivement qu'en rivière. D'accord. Donc déjà, voilà, la particularité du coup en lac, on voulait vous présenter déjà le matériel, les cannes, parce que c'est vraiment important du coup sur la pêche en lac d'avoir des cannes. Alors moi, ce qui me paraît vraiment important sur la pêche du bord notamment, c'est avoir des cannes qui shootent relativement loin. C'est-à-dire que plus vous allez avoir votre leurre qui va être longtemps dans l'eau, plus vous avez des chances de faire du poisson et aussi d'atteindre des obstacles au fond de l'eau ou si on voit une cassure qui peuvent être un peu plus loin. Ça va vous permettre de les atteindre. Ou même quand on cible, la plupart du temps, c'est les truites arc-en-ciel qu'on pêche en lac. Et il arrive au moment où tu peux avoir un banc de truites arc-en-ciel qui va venir marsouiner en plein milieu du lac. Et il faut avoir du coup le matériel qui permet d'aller les chercher quand elles sont un peu loin, quoi. Donc toi, tu utilises quoi toi comme... Alors moi, chez Smith, du coup, cette année, il y a une nouvelle gamme de cannes. C'est les Shook & Go. Donc je les ai amenées là. Elles ont été développées du coup avec un blanc japonais où justement l'accent a été mis sur les distances de lancer. Donc on a des cannes qui ont une action qui est relativement de pointe, mais qui... hop là, je ne sais pas si on le reçoit à la caméra. Donc une action qui va travailler sur la pointe, mais qui quand même, sur les lancers, va venir travailler sur l'ensemble du blanc pour vraiment avoir un coup de fouet qui permet d'envoyer les leurres relativement loin. Donc là, moi, je les ai essayés. Je suis allé sur le Tarn en seconde catégorie, là, après Millau. Et donc, j'ai été plutôt sacrément surpris parce que même sans forcer, on propulse les leurres là, qu'on utilise, tous les poissons nageurs, les leurres souples, tout ça, à des distances que je n'avais encore jamais atteintes avec d'autres cannes. C'est vrai que moi je les avais essayés rien que sur le parking devant le magasin. Parking, là, quand on les a Ce qui est présentés, bluffant, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre une grosse action sur la canne. De suite, elle va se charger et de suite, vous allez avoir des distances de lancer qui vont être vraiment intéressantes. Moi, ce que je trouve intéressant en plus sur ces cannes, c'est qu'on est sur des... Donc là, c'est la Shook & Go, la SH1, qui est en 7,28 en 2,30 m. Et celle que tu tiens, Jérôme, c'est la SH2 en 2,30 m et 14,42 de puissance. L'avantage du coup c'est l'heure de 2,30 m justement parce que quand on pêche du bord c'est plus intéressant d'avoir une canne un peu plus longue
qui permet justement de faire des shoots plus loin et surtout quand on pêche loin du coup d'avoir cette tenue de canne un peu haute qui permet de ressentir et de bien faire travailler le leurre comme on veut. Ouais, ça permet d'avoir un peu plus Quand d'angle on a aussi. une canne trop courte en fait, on est trop près de l'eau en fait et on n'arrive pas à animer et ressentir comme on aimerait. Donc c'est vraiment 2 points forts, quelles que soient les cannes d'ailleurs, que ce soit chez Smith ou chez d'autres. Moi je préconise de prendre des cannes qui fassent au moins 2,30 m. D'accord. Tu pêches aussi à discrétion, je suppose même pas. Pas spécialement parce que tu pêches vraiment loin, puis au bord, tu es au bord du lac, mais par contre, tu gagnes vraiment en confort de pêche, puisque du coup, tu n'es pas là, les bras tendus en haut, pour pouvoir garder cette truc. Tu es plus efficace au ferrage et sur tes combats aussi. Ouais, sur le ferrage, c'est vrai que tu as raison de mettre l'accent. Plus on va avoir une canne longue, plus au moment où on va avoir l'action du ferrage, plus vous allez avoir d'angle sur le poisson en fait, et ça va plus facilement piquer le triple ou le simple d'ailleurs. Et l'autre utilité aussi, on verra là, après quand on va vous présenter les différents leurres, c'est qu'il y a des fois il y a des montages où on met une bombette ou une plombée avec un long bas de ligne derrière, et le fait d'avoir une canne un peu longue, ça te permet d'avoir ton poids comme il faut au niveau de la distance de la pointe de ta canne pour pouvoir quand même le propulser. Alors que si tu as un baline de 80 et que ton plomb vient se coller à la pointe de ta canne, tu ne peux plus avoir de fouet pour pouvoir lancer ton montage, quoi. Donc pour moi 2,30 m c'est le minimum. Et du coup voilà, donc là c'est sur les cannes. Après ce qui est important aussi et que tu as dit aussi, c'est la puissance de la canne. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à pêcher avec des leurres qui sont un peu plus gros en lac. Notamment lié à la tenue de poisson, par exemple le lac comme Villefort qui est un lac avec donc un lac de barrage très pentu, des eaux très claires, on peut avoir des poissons qui sont relativement bas, donc on peut utiliser des leurres vraiment gros, donc il faut quand même une canne qui soit puissante pour pouvoir les envoyer, quoi. Gros ou pas forcément lent, mais par contre lourd, quoi. Voilà, plus lourd. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est pour ça que j'ai pris les 2 grammages moi de la gamme, la 728 qui va me couvrir 80% de mes leurres et la 1442 qui sera dès qu'on va commencer à parler avec des leurres qui vont dépasser les 20 grammes, quoi. Alors c'est vrai qu'on parle essentiellement de la pêche vraiment au leurre. Après c'est vrai qu'il y a plein d'autres techniques, comme il disait Julien, la bombette, on peut pêcher à la calée en lac. On fera peut-être d'autres vidéos, d'autres petites animations de pêche en lac où on va présenter vraiment toutes les pêches qu'on peut faire en lac. Mais là aujourd'hui on va mettre un peu l'accent sur le leurre. Mais justement, les cannes en 2,30 m, c'est polyvalent sur l'ensemble des techniques que tu peux utiliser, quoi. Mais je pense que c'est une canne vraiment à découvrir. On va bientôt les recevoir, là. Il ne faudra pas hésiter à passer les voir, quoi. Elles ont une action qui est vraiment particulière, surtout au lancer, où on n'a pas l'impression d'avoir une canne ultra puissante dans les mains, mais par contre, au moment où on lance sans forcer, ça traverse. Ah ouais, moi, ça m'a bluffé sur les premiers lancers que j'ai fait avec, quoi. Et du coup, peut-être présente un petit peu avec quoi tu pêches aussi. Donc moi, principalement, la pêche en lac, je la fais à l'ondulante. Chez Smith, du coup, on a plusieurs modèles. On a je me suis piqué. On a la pure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la cuillère ondulante. La cuillère ondulante. Alors l'avantage de la pure, c'est que vous allez avoir une cuillère qui est relativement différentes courte aussi, mais qui est quand même assez dense. Là, on est sur un poids de 5 grammes. Sur une taille comme celle-là, ça permet de présenter une proie relativement petite, mais qui est justement assez lourde. Ce qui fait que, on atteint des distances de lancer puisque ça n'a aucune prise au vent, donc ça se lance très très loin. Et ça permet de pouvoir aller chercher des poissons, on va dire jusqu'à 10 mètres, grosso modo, sans souci. Moi, j'aime bien, du coup, justement, avec ces cuillères ondulantes, lancer loin, fermer mon pick-up, simplement tenir ma canne, on va dire, à 45 degrés, quoi, et laisser la cuillère papillonner toute seule. Elle va descendre comme ça, là, papillonner toute seule sur la couche d'eau. Et souvent, on prend des touches au moment où ça descend. Et ça permet aussi de savoir, sur ces premières touches qu'on prend, de savoir dans quelle couche d'eau les premiers poissons se trouvent, quoi. Donc après, il y a plusieurs coloris. Après, moi, j'aime bien aussi l'utiliser. Alors, j'utilise un petit peu comme tu fais. Alors, la pure, notamment, j'aime bien l'utiliser avec du cranking, enfin, un retour moulinet très très lent. Alors, pareil, avec la canne aux 3/4 en l'air pour contrôler toujours ma bannière. Et par contre, sur des retours très très lents, et je pense que c'est le début de saison aussi, les poissons ne se déplacent pas trop et ils vont plus facilement se déplacer vers une cuillère ondulante qu'on va pouvoir faire nager beaucoup plus doucement. De toute façon, c'est des cuillères tournantes qui vont un peu plus vite. Ça combine ce que je venais d'expliquer, c'est-à-dire que
dès qu'on a trouvé la hauteur dans laquelle se trouvent les poissons, on sait que par exemple il faut compter 10 secondes et que c'est dans cette couche d'eau là, au moment où la cuillère touche l'eau, on compte 10 secondes, on sait que la cuillère descend à telle vitesse, et justement là on ramène doucement et on sait que notre cuillère reste dans cette couche d'eau là et on a plus de chances de trouver les poissons. C'est que tant qu'on est sur les leurres métalliques aussi, je vais vous présenter moi une cuillère qui m'a plutôt réussi sur des lacs comme ça, un peu plus profonds aussi. Ça va être des cuillères tournantes pour le coup. Ou pareil, je vais essayer de ramener plus lentement, mais je vais choisir vraiment des grammages. Donc là, on va voir, ça c'est chez Daiwa qui font ça aussi. Donc là, on est sur 6 grammes. Donc ça, en fait, c'est des cuillères qui vont nager beaucoup plus profond et qui ont vraiment des couleurs qui vont être vraiment adaptées aux truites de lâcher qu'on va retrouver par exemple sur Villefort, sur les grosses truites arc-en-ciel. Vraiment, ça, c'est des couleurs qui vont marcher. Et ce qui fait la différence, c'est le grammage. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais c'est les mêmes qu'on utilise en rivière. La différence sur ces modèles-là, c'est vraiment leur grammage. En rivière, on va pouvoir utiliser 2 grammes. C'est des cuillères qui vont beaucoup plus planer, nager beaucoup plus haut dans la couche d'eau. Alors que là, on va utiliser des cuillères plus lourdes. Alors Panther Martin fait la même chose aussi, avec des cuillères qui sont un peu plus lourdes. Et je sais que l'an dernier, il y a pas mal de monde qui a eu du résultat sur ce lac-là. Donc là, voilà, là, ça paraît être la même que les autres, sauf qu'elle fait 6 grammes. Et en termes de nage, on va plus passer dans 3-4 mètres d'eau que passer en surface, et des fois ça peut faire la différence. Donc ça peut être intéressant sur les lacs un petit peu profonds, quoi. Après, toujours dans les leurres métalliques, il y a Smith qui avait mis au point du coup une lame destinée à la truite. Donc on l'avait essayé un petit peu en rivière l'année dernière. Moi je l'ai essayé en lac là sur le mois de septembre, octobre, là, quand on a, à cause de la canicule, la pêche a été fermée en rivière. Ça fonctionne très bien aussi. J'ai eu beaucoup de résultats sur les lacs où il y avait pas mal de chevennes, où ils répondent très très bien là-dessus. Je fais de très beaux poissons, mais les truites ont très très bien répondu aussi. Donc c'est un leurre que je vais essayer là dès le début de saison en lac. Ça permet aussi d'aller chercher profond, puisque du coup c'est un leurre qui est très dense, qui descend très vite et qui flash beaucoup, qui émet beaucoup de vibrations et du coup qu'on capte de loin, quoi. C'est vrai que là, voilà, même sur le Cheven, je me souviens d'une sortie où on les avait vraiment dérouillés. C'était le côté où ils étaient là, cette sortie-là. On lançait la lame et pour le coup, on l'a ramené assez rapidement en surface. Et en fait, ils étaient fixés, je pense, sur la première pellicule d'eau. Là, ça a tapé, on en avait fait vraiment pas mal. Et après, voilà, c'est des leurres qui sont polyvalents parce qu'ils vont vous permettre de pêcher différentes couches d'eau. Si vous vous rendez compte qu'elles sont sur... par contre, à Villefort, voilà, l'an dernier, à l'ouverture, avec Thomas, on avait trouvé la pêche. On avait un plateau qui devait faire 20 mètres, il devait être à 20 mètres de fond, où on avait les truites, on les voyait bien au sondeur. Alors là, on n'était pas du bord, on était en bateau, mais on les voyait posés au fond. Mais c'était à distance de lancer du bord, donc quelqu'un du bord aurait pu faire la même chose. C'est des leurres qui vont vous permettre vraiment d'aller gratter le fond et d'aller les trouver quand elles sont sur ces tenues-là, un petit peu profondes. Où on les avait touchés avec des lames, on avait touché aussi avec, alors j'en profite pour vous le montrer, pêcher en drop shot avec des MyStyle de chez Berkeley. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, un petit leurre souple. Alors monter en drop, c'est redoutable sur la truite, hein. Donc il y a plein de coloris. Donc on a la particularité, c'est qu'il y a la petite boule qui est flottante. Donc en drop shot, ça a vraiment une tenue, vraiment, les truites, vraiment ça les décide vraiment. De ce leurre-là, puisque je les utilise aussi, par exemple le lac de Mas-d'Arman à Nossac, qui a de plus en plus d'herbiers, ça permet justement sur les montages drop shot, en rajoutant par exemple une potence sur le montage, d'avoir le leurre, vu que la boule flotte, qui vient se relever, qui vient du coup se poser au-dessus des herbiers, et de ne pas avoir son montage qui vient se poser dans les herbes et qui du coup n'est plus pêchant, quoi. Et paradoxalement, du coup, ce fait-là, on a des gens qui pêchent à la calée, qui vont avoir du résultat, même sans animer le leurre, parce qu'en fait, dès que les jours où il y a du vent qui viennent taper la bannière, je pense que la boule est tellement aérienne, on va dire, elle plane tellement, qu'en fait, le leurre, il a tendance à s'animer tout seul au fond de l'eau, et on a des touches même. Donc ça peut être un leurre aussi qui fait la différence en lac. Voilà, à pas négliger. Après, moi, chez Smith, leurre que c'est une nouveauté du coup de cette année, qui est sorti l'année dernière. C'est un hybride du coup entre un poisson nageur et un leurre métallique. C'est ce qu'on appelle des spintail. Hop, là, voilà. Ça, c'est des leurres moi que je vais utiliser principalement quand je suis à la recherche des poissons. Parce que du coup, ça pousse quand même un beau volume d'eau. On a l'effet de la palette derrière qui appelle les poissons de loin, que ce soit la truite ou les autres carnassiers.
Et ça a l'avantage, si on veut, de pouvoir pêcher, s'il faut, très profond, quoi. Parce que c'est lourd, ça descend vite. La palette, après, on peut se servir pareil que les ondulantes, simplement en gardant la ligne tendue, en laissant le leurre travailler tout seul. Ouais. C'est un leurre qu'on sent en plus très bien dans la canne, puisque du coup la palette tourne, elle fait beaucoup de vibrations, donc on la sent bien. Donc ça, c'est un leurre en lac, moi j'utilise beaucoup parce que ça se lance très loin aussi, et ça permet de pêcher les couches d'eau et de trouver rapidement les poissons. C'est vrai c'est un peu comme toutes les pêches, mais il y a vraiment beaucoup de types de leurres à trouver. Ça peut être un jour on va être sur du métallique, un jour on va être sur des poissons nageurs, on va y venir. Ça peut être du leurre souple comme on a vu. Ça peut être du leurre souple. Moi j'utilise aussi beaucoup, par exemple, le Fat Boy de chez Scarna, voilà, sur ce coloris. C'est du leurre souple, mais qui va marcher aussi très bien sur la truite. Donc en lancer ramené, ça permet toujours, sur cette animation lente, en trouvant le bon grammage pour les hauteurs, de vraiment faire du poisson. Oui, parce que là, dans ce cas-là, avec les leurres souples, c'est pareil, on a le pentachade. Voilà. Donc moi, je les utilise beaucoup avec des couleurs flash pour la truite en lac. Le orange ou le vert marche très bien. Celui-là beaucoup plus naturel. L'avantage du leurre souple, c'est qu'on est silencieux. Voilà. Il y a des fois, sur les ouvertures où il y a beaucoup de pêcheurs, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de cuillères qui tournent dans l'eau, beaucoup de bruit autour, des poissons qui se font prendre, il y a un moment donné où les poissons se tassent un peu là, parce qu'il y a trop de pression. Et le fait de passer au leurre souple dessus, ça fait pas de bruit, ou moins de bruit, et ça fait d'autres vibrations. On peut aller vraiment plus doucement aussi. Et ça pour aller plus doucement aussi. Et après, il y a tout ce qui est leurre dur. Je vois que tu as sorti les décontacts. Le plus gros des décontacts, c'est le 110. Voilà. Toujours pareil, 110, pourquoi ? Parce qu'il est lourd et il fait 25 grammes, je crois, de mémoire. Quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. Et ça permet d'aller les chercher très loin. Et en plus, du coup, celui-là, quand il nage, il est assez haut. Il est assez haut, là, il a des flancs relativement larges. Et du coup, quand on l'anime, pareil, il met des gros flashs lumineux que les poissons captent de loin. Alors des fois on a toujours peur que c'est toujours de la taille du leurre, mais régulièrement on fait des poissons qui font 30-40 dessus sans problème, quoi. Après c'est vraiment de nouveau une histoire de hauteur de nage, c'est pour ça qu'on a différentes tailles, des leurres plus ou moins denses. Moi chez Smith ils ont le 85, le 72, ça va vraiment influencer sur la hauteur de nage, et c'est ce qui va vraiment faire la différence plus que la taille. 72 Oui, c'est surtout oui, comme tu dis, c'est la hauteur d'eau, quoi. Voilà, ça c'est coloris que j'utiliserai sur le lac. Et après, on a aussi tous les leurres suspending qui vont très bien marcher. Je vois que tu as sorti. Alors ça a été mon petit coup de cœur l'année dernière. C'est le Strike Pro, c'est l'Inquisitor. Donc il est en deux versions, une version deep. Donc deep, c'est parce qu'il a une grande bavette, là, du coup ça te permet de bien le montrer. Là, vous allez avoir un poisson nageur qui va pêcher entre 1,20 m et 1,50 m. C'est un suspending qui est silencieux, ça je le précise parce que sur le marché il n'y en a pas beaucoup, la plupart du temps ils sont tous bruiteurs. Il a une nage qui est très réaliste et moi ce que j'apprécie dessus c'est qu'au moment où on stoppe l'animation, il se stabilise tout de suite. Il descend pas, il monte pas et vraiment on arrête, boum, il se bloque. Et ça, en général, les carnassiers, ça les énerve. Et donc du coup il est en deux versions, une version deep, donc du coup qui a une grande bavette, donc c'est celui-là, et une version avec une petite bavette qui permet de pêcher moins profond. Donc celui-là, moi j'utilise énormément en rivière, surtout en début de saison. C'est pour moi maintenant une grosse valeur sûre. Il m'a fait prendre beaucoup de poissons. Et je pense que cette année, on sera. Et je pense qu'en lac, voilà, ce côté suspending où on peut faire des pauses, ça va marcher aussi, c'est sûr et certain. Mais surtout quand on tombe sur des jours avec les poissons suiveurs. Dès que les poissons suivent, ça permet de faire une grosse pause, de redémarrer vite derrière. Et en général, je vous en montre deux autres. Moi, j'ai aussi un petit coup de cœur sur le Rapala, le Countdown Elite. Tout simplement parce qu'il est relativement dense, donc un petit peu comme le décontact, il va très très bien se jeter en lac. Et après, sa particularité, c'est que quand je fais des pauses sur l'animation, alors déjà c'est un leurre qui est un peu plus gros, donc une plus grosse proie, et quand je fais des pauses, il tombe un petit peu en papillonnant. Et là aussi, une nage un petit peu particulière, mais j'ai trouvé vraiment redoutable, notamment en lac. Même ce coloris là sur les truites de lâcher, ça a été vraiment le coup de cœur de l'an dernier, moi, sur les lacs. Donc c'est vraiment un leurre à découvrir. Il y a beaucoup de diversité. Ouais, il y a beaucoup. On parle assez vite, mais on n'a pas parlé aussi de tout ce qui est jig.
Alors, la pêche à jiguer, c'est comme des petits poissons métalliques, on va dire, qu'on anime en mettant des grands coups de canne. Et ça va imiter un petit alevin qui va être blessé ou mourant et qui va tomber en papillonnant sur le fond. Donc j'ai des petits exemples. Alors ça peut être très très bon aussi, voilà, sur des lacs très profonds comme Villefort. J'aime bien l'utiliser. Il faut qu'il y ait un peu de profondeur pour avoir le temps de le laisser couler. Et notamment Smith qui en a développé un là qui est vraiment typé truite et qui va être particulièrement efficace. Chez Smith, du coup, on a développé le Trottin Sugar, j'espère que je le dis bien. Alors, c'est la forme d'un jig, sauf qu'il a les flancs, le ventre plat. Ouais. Et en fait, il n'est pas composé que de plomb. Donc, du coup, là, vous allez avoir un leurre qui se lance très très loin parce que bon, il a une forme de liaison avec la chasse de balles de fusil. D'ogive, il se lance du coup très très loin et alors sa grosse particularité c'est que il descend comme ça. Il descend en faisant vraiment un papillonnement bien marqué avec des coloris du coup qui envoient de gros flashs. Alors initialement il a été développé pour la mer avec des poids beaucoup plus importants. Sauf que les gars qui pêchent en mer chez Smith et qui pêchent aussi la truite, ils ont dit celui-là il le faudrait peut-être aussi pour la truite. C'est vraiment le leurre, je pense, vraiment le plus adapté presque au lac comme on vous décrit depuis le début de Et là de dans la l'équipe, vidéo. là de Smith, il y en a 2 ou 3 qui pêchent les lacs de montagne dans les Pyrénées, les Alpes et qui ont eu des résultats fantastiques avec ce leurre parce que du coup ils se lancent très loin et quand les poissons sont justement pas très profonds, ça permet vraiment d'aller chercher, de leur proposer quelque chose en fait qu'ils n'ont jamais vu encore. C'est vrai qu'on ne le voit pas là, sur la vidéo, ça rend peut-être pas bien, mais on a l'impression d'avoir. C'est entre le poisson métallique et le leurre et le poisson nageur. Donc c'est vraiment un mélange des deux. Pour la truite, là, moi dans les boîtes, donc ça c'est le 65 et il existe en 80. Mais là, je pense que ça va faire. Et moi, je l'ai utilisé cette année, mais pas sur la truite parce que je l'ai reçu un peu tard. Mais par contre, je l'ai utilisé à Charpal sur les perches, sur les chasses de perches. Et ça a été relativement efficace quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à passer au magasin. C'est vrai que c'est vaste le sujet, on pourrait en parler des heures. Il faut qu'on clôture. Pas mal de leurres, de nouveautés, mais c'est vrai que dans l'ensemble, dans le magasin, il y en a énormément plus. Il y a du choix, donc n'hésitez pas à venir le découvrir. Jérôme sera là pour vous le présenter. En tout cas, merci à Julien d'être venu pour ça. De rien. Ça a permis de nous aussi, de voir les nouveautés un peu de chez Smith qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de voir, ou du moins moi, peut-être que tu les avais vus, mais en tout cas, on a eu l'explication et c'est super, quoi. C'est super. Ça permet aussi des fois, en fonction de l'expérience de chacun, de penser à des trucs qui paraissent logiques une fois qu'on le dit, mais auxquels on n'a pas forcément pensé. Bien sûr. Comme vous pouvez le voir, en attendant, beaucoup de choix et de diversité. Et de nouveautés. Hein. Je vois, Jérôme, que tu avais mis 2 petits bocals de. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler non plus, mais quelque chose qui peut être super efficace, un aimant à truite. Voilà, ça, c'est incontournable, on va dire, à la pâte à truite, que ce soit à la bombette, à la calée. Alors, au début, on nous prend vraiment pour des extraterrestres. Hein. Au tout début, il y a 10 ans, quand on sortait ça, pour la petite anecdote. C'était ce qui s'était passé quand je l'avais sorti la première fois qu'on a pêché ensemble. Et d'ailleurs, j'ai lui faire une dédicace à Sean, il se reconnaîtra sur la vidéo sûrement. C'est un jeune avec qui j'ai été pêcher au début qui m'a sorti ça. J'y croyais pas du tout. Et puis rapidement, je me suis mis à y croire parce que rapidement, il a fait beaucoup de poissons. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, Lozère, il n'y avait peut-être pas grand monde encore qui connaissait. Donc lui, il connaissait déjà parce qu'il était originaire de la région parisienne. Et petit à petit, ça s'est démocratisé, mais c'est quelque chose c'est ultra efficace. Donc particularité, ça flotte. Ouais. Et après, c'est les couleurs et puis le goût qui va être vraiment attractif pour la truite. Il y en a à l'ail, il y en a un petit peu à pas mal de senteurs différentes. Et c'est redoutable, quoi. Après, c'est un autre type de pêche, on n'est plus sur de la pêche au leurre. C'est là-dessus que l'avantage d'avoir des cannes justement en 2,30 m, c'est que si on n'a aucune réponse en pêchant au leurre, parce que ça arrive, on peut faire un montage et voilà, on passe sur un montage comme ça, avec ça, et puis ça permet de tout faire. Voilà. De tout faire. Ça permet d'être polyvalent au bord de l'eau sans avoir 50 cannes avec nous. D'accord. Donc encore une façon de plus de voir la pêche. Je crois que tu fais une animation le 18 février. Ouais, alors le 18 février, ceux qui veulent vraiment avoir un peu plus d'explications sur les montages, je vais faire une animation donc, au magasin. Ce sera plus un atelier pour parler justement sur cette pêche en lac. Donc tous ceux qui veulent venir le samedi 18, vous venez. Je vous montrerai plus en détail un petit peu
tous les différents produits qu'on vous a montrés, la pâte à truite et puis les différents montages, comment pêcher et qu'est-ce qui est le plus adapté surtout à votre façon de pêcher. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins actifs, on peut pêcher du bord, on peut pêcher plus un lac qu'un autre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Ça sera au magasin. Voilà, Donc, on petit n'a pas atelier le défini encore matin. les horaires, je crois que ce sera le matin sûrement. Je pense que ça va être sur la matinée. Après, c'est difficile. Je pense qu'en fonction de la demande, j'essaierai de voir faire des ce qu'on présentations en fonction de la demande. Mais voilà, sûr. n'hésitez pas à passer. De toute façon, on mettra une publication sur Facebook et Instagram. Voilà. Donc, vous inquiétez pas dessus. Merci pour tout ça, en tout cas. On va faire une petite parenthèse sur la chasse. Julien, si tu as ton mot à dire, tu peux aussi, parce qu'on a aussi un chasseur de bécasse. Il a tous les défauts. Ouais, c'est ça. Ça dépend en fait de quel versant, défaut ou C'est ça. qualité. Moi, je trouve que c'est toutes les qualités, mais ma femme n'est pas forcément de cet avis. C'est ça. Donc, petite parenthèse par rapport à la vidéo qu'on avait fait le mois dernier. Donc, on vous avait présenté un peu l'équipement qu'on avait parce qu'on partait avec Franck en Bretagne chasser à bécasse. Donc, une découverte pour nous, on ne connaissait pas. Donc, séjour qui s'est très bien passé. 3 jours de chasse inoubliables pour démarrer les chiens, des jeunes chiens, c'est parfait. C'est difficile à croire, il faut le voir pour le croire, mais on lève un peu plus de 70 bécasses en 3 jours, donc c'est énorme. Gros passage sur le week-end où on y était. Un biotope qui est totalement différent du nôtre, mais vraiment, on est sur déjà sur une zone qui est très humide, très marécageuse, des ronciers. C'est quand même très différent de nous, je dirais un peu plus physique à chasser que dans des grandes plantations comme on pourrait retrouver dans notre département qui est la Lozère. Mais en attendant, un très bon souvenir, donc à refaire rapidement. Là où je veux appuyer sur cette fin de saison, on arrive au mois de février, il y a beaucoup de chasses qui se terminent. C'est pour tous nos amis chasseurs qui ont des armes à la maison, qu'ils soient vieilles, neuves, peu importe. Si on veut que notre arme dure et qu'elle vieillisse bien comme il faut les entretenir. Et il faut surtout savoir faire un entretien à la fin de la saison de chasse, donc pour l'hivernage qu'on pourrait appeler, donc le stockage entre la fin de la saison et le début de la saison d'après. C'est très important cette manipulation-là pour pas que notre arme le rouille encore une fois, que les mécanismes soient sains, qu'on n'ait pas un bois qui va travailler avec l'humidité ou quoi que ce soit. Je ferai une vidéo sur YouTube la semaine prochaine. Je vais faire un tuto en fait, avec une présentation sur laquelle je montrerai, je prendrai un fusil superposé, un fusil semi-automatique et par exemple une carabine semi-automatique. Je vais essayer de présenter sur 2 ou 3 armes un tuto sur le b.a.-ba qu'il faut faire pour l'hivernage des armes. Ça ne demande pas grand-chose. Je vais faire une petite parenthèse, par exemple, sur un fusil donc, à bascule, sur un superposé comme celui-ci. Donc c'est uniquement s'assurer que quand on va stocker l'arme pour l'hivernage, déjà qu'elle soit sèche, premièrement. Parce qu'au niveau du bois et au niveau des parties métalliques qui peuvent rouiller ou le bois qui peut gonfler. Donc déjà, une arme sèche, c'est primordial, mais j'ai envie de dire, même après chaque journée de chasse, et quand on rentre à la maison, il faut qu'elle soit sèche, mais encore plus quand on va les hiverner. Donc, je ferai un tuto là-dessus, sur le nettoyage de l'intérieur des canons. Pareil, pour venir faire un déplombant pour que les canons soient sains. Donc, on verra pour démonter un fusil à bascule, un fusil semi-automatique. Donc pour enlever la longuesse, etc. Ça ne demande pas grand-chose, ça va nous demander peut-être un quart d'heure, 20 minutes par arme, mais au moins quand vous ressortirez votre fusil ou votre carabine en début de saison, l'arme sera saine, elle n'aura pas rouillé. Ce qui est primordial aussi, c'est de stocker son arme dans un endroit sec. Donc si jamais on n'a pas de coffre-fort, ou qu'on n'a pas forcément de râtelier pour ranger les armes, ce qui peut arriver, on a tendance à les conserver dans les fourreaux. S'assurer primordialement que le fourreau soit sec à l'intérieur. Des fois, quand on passe la main, on pense qu'il l'est, et en fait, pas du tout. Il y a encore un peu Il reste humide. un petit peu d'humidité à l'intérieur, et c'est ce qui va nous faire rouiller les canons. Donc, on ouvre le fourreau entièrement, on le laisse sécher pendant une journée dans une pièce qui est sèche, qui n'a pas d'humidité dedans, et à partir de là, quand on est vraiment sûr que ce soit sec, on le range à l'intérieur. J'appuie beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que des fois on peut retrouver des armes qui rentrent en atelier. Ouais, ça paraît être simple et logique, mais c'est vrai qu'on en voit passer tous les jours malheureusement des gens qui ont une mauvaise expérience. Ouais. Et qu'on ait un fusil qui valent 200 € ou qui valent 10 000 €, pour moi c'est la même chose. Si on veut que son arme elle vieillisse bien et avoir une arme un peu propre, c'est primordial. Donc, on voit des armes rentrer à l'atelier pour des entretiens, on nous demande souvent d'où viennent ces piqûres, parce que des fois on pense que c'est le bronzage qui a été mal fait ou quoi que ce soit, et en fait 95% du temps c'est dû à un mauvais stockage, à un fusil qui a mal été essuyé ou quoi que ce soit. Donc voilà, sur cette chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube Alstoman, vous retrouverez un tuto la semaine prochaine, je pense qu'on va le faire, On va essayer, prochaine on va essayer, donc sur lequel je vous montrerai
Comment on lave une arme? Je vais pas rentrer, on va pas démonter une arme complète, hein. On va juste faire le B à bas pour stocker une arme en bon uniforme. Donc il nous suffira de quelques produits d'entretien comme j'ai mis sur la table ici. On peut retrouver donc vraiment le strict minimum, hein. On va retrouver un petit dégraissant, on va retrouver une burette d'huile, on va retrouver un déplombant, des huiles universelles qui vont un peu tout faire, un kit de nettoyage pour un fusil à canon lisse, un kit de nettoyage pour des carabines à canon rayé. Ça s'arrêtera là, on va pas sortir plus loin que ça, mais ça permettra, je pense, à beaucoup de gens de s'assurer que quand ils vont ranger leur arme, que ce soit après le week-end de chasse pour entamer une nouvelle journée ou pour un hivernage complet, que ça ne dure pas longtemps, mais que ça a son importance. Voilà. Donc restez connectés, ça sera la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, j'espère Ouais. que l'émission vous plaît toujours, hein. N'hésitez pas à nous le montrer, vous nous mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu comme tu le répètes souvent. Voilà, c'est au pouce Et, bleu, ça donne de la force. Et voilà. Si jamais vous avez aussi, comme je le dis la fois dernière, des idées de vidéos, vous mettez en commentaire des idées de vidéos qui peuvent vous plaire, que ce soit côté pêche, côté chasse. Est-ce que ça vous a plu qu'on ait des invités comme Julien qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui et qu'on remercie encore. Donc n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire. Nous en tout cas, ça nous fait plaisir de faire ces vidéos. On va continuer. Donc, pour l'émission Maintain Fish by LC Domande, c'est mensuel. Tous les premiers vendredis du mois à 20h, les vidéos sortiront. Et pour les tutos, ça sera comme le vlog qu'on avait fait avec Jérôme la semaine en début de semaine. Donc de temps en temps. Après, on avait quand même on avait gardé un petit peu la surprise. Je pense que justement, on peut commencer à vous la dévoiler, mais du coup, il y aura une animation du coup, avec Smith le week-end avant, ça y est, on peut attaquer à le dire, le week-end avant l'ouverture, donc le samedi 4, au magasin. Donc Julien sera présent, on aura le commercial de la marque qui représente aussi Julien Bru, qui va vous présenter encore plus en détail tous les produits qu'on vous a montrés, toutes les gammes, pour la pêche à la truite, et puis si vous avez d'autres questions aussi pour les autres pêches. Mais voilà, n'hésitez pas à venir. Julien Bruce, c'est quelqu'un qui connaît énormément la pêche au leurre, qui est chez Smith depuis très longtemps, qui connaît très bien les leurres, et je pense que s'il a des astuces à donner, il faudra venir. Ce sera quelqu'un de très intéressant à venir voir et écouter pour réussir son ouverture avec les leurres Smith. On va essayer d'avoir les autorisations pour au moins pouvoir tester du matériel. Alors, il faudra désarmer les leurres, bien évidemment, mais voilà, on va essayer de demander si on pouvait, pour les gens qui veulent vraiment pouvoir essayer du matériel, pouvoir l'essayer, il n'y a rien de sûr. Hein. Rien de sûr, mais on va tout faire. Bien entendu, déjà. Parce qu'on sera une semaine avant l'ouverture. Donc, c'est vrai que je peux comprendre que ça soit compliqué. On va essayer de demander les autorisations avec des leurres qui ne seront pas armés, mais plus pour essayer le matériel. Et puis sinon, il y aura le bassin. Hein. On aura toujours le bassin au magasin. Donc voilà, c'était la petite exclue. C'est ça. Donc déjà, 2 dates dévoilées, le 18 février avec Jérôme, donc au magasin pour une animation, un atelier plutôt, un atelier. Et donc du coup, début mars avec Julien Bru et Julien de chez Smith. Donc restez connectés. Et d'autres qui viennent après, mais pour l'instant, on vous en dit pas. Il y en a certains qui ont trouvé la 3e animation, en tout cas, parce qui a un peu fuité, mais il y a déjà du monde inscrit. Mais sur la prochaine vidéo, on vous en parle, ne vous inquiétez pas. Merci à tous, merci pour votre fidélité et on vous dit au mois prochain pour l'émission. À bientôt. À bientôt.